Voilà, donc ce cours, on va commencer donc une nouvelle partie. On a terminé avec le MRP. Probablement, on va faire peut-être une séance de révision juste avant les examens en présentiel. On en parlera. Bon, maintenant, dans ce chapitre, on va beaucoup plus se concentrer sur la production, d'accord? Donc, on va voir quelques modèles, quelques méthodes qui vont nous permettre donc de réaliser une planification optimale, d'accord, d'un système de production. Donc, on va particulièrement parler de l'optimisation de la taille du lot, d'accord, dans un système de production et, et aussi d'affectation, d'accord, d'une production à un système de production. Parfois, vous avez un système de production qui a une capacité limitée, d'accord? Et quand vous allez recevoir des commandes de produits, vous ne pouvez pas réaliser toutes les commandes, d'accord? Donc, vous êtes obligé dans ce cas-là de, de favoriser des productions par rapport à d'autres, mais vous ne pouvez pas le faire de n'importe quelle manière, d'accord? Donc, vous devez le faire de façon optimale, c'est-à-dire vous devez choisir la production qui vous permet de gagner le plus d'argent, d'accord? Sachant que cette production va être réalisable par rapport à la capacité de production que vous possédez. Donc, dans cette partie, on va voir ça, mais d'une façon beaucoup plus mathématique. Donc, on va voir surtout des modèles d'optimisation qui vont vous permettre d'agir par rapport à des situations pareilles. D'accord? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez comme d'habitude, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, au fait, dans la planification, quand on a parlé de la planification, si vous vous rappelez, lors du dernier cours, d'accord, dans lequel on a vu la méthode MRP, d'accord, qui vous permet d'établir, au fait, plusieurs plans pour votre système de production, d'accord? Donc, on a dit que la planification, généralement, elle est divisée en trois niveaux, d'accord? Donc, vous pouvez effectuer une planification stratégique, tactique ou opérationnelle, d'accord? Donc, généralement, la planification stratégique, elle est à long terme. Ça va vous permettre donc de décider de la stratégie de l'entreprise. D'accord? Donc, à, quels sont les nouveaux produits que vous pouvez lancer? Dans quel endroit vous allez mettre vos usines, vos entrepôts? D'accord? Quels sont les marchés que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez vous lancer, ainsi de suite. Donc là, on vous est en train de parler de la stratégie à tracer par l'entreprise et ces décisions-là, bien sûr, c'est des décisions à long terme que vous ne pouvez pas toujours changer, d'accord? Donc, c'est des décisions très importantes parce que si vous allez vous tromper dedans, l'incidence financière sera très importante, d'accord? Donc, il faut vraiment faire le bon choix. Pour la planification tactique, généralement, elle est à moyen terme. Et pour notre cas, on va s'intéresser beaucoup plus à la planification opérationnelle, d'accord? Donc, quelles sont les questions pour lesquelles vous devez répondre quand il s'agit de la planification opérationnelle, qui est au fait une gestion au jour le jour, c'est-à-dire une gestion quotidienne de votre entreprise ou là de votre système de production. Donc la première question, c'est que doit-on produire? C'est-à-dire vous allez faire une planification de la production, d'accord? C'est-à-dire vous devez décider des produits que vous allez réaliser, d'accord? La planification des procédés, d'accord? Donc comment doit-on produire? Donc sur quel système de production, quelle machine doit-on utiliser? Quels, les produits vont subir quel procédé, d'accord? On va voir ça peut-être dans un chapitre, Inch'Allah, soit le chapitre prochain, peut-être, probablement, d'accord? Et à la fin, on va répondre aussi à la question d'ordonnancement de la production. Quand doit-on produire? D'accord? Donc, l'ordonnancement de la production, oui, là, même quand on parle de l'établissement d'un programme directeur de production, d'accord? Donc, ça va vous permettre de savoir quand, quel est le moment opportun pour lancer votre production et répondre à la demande, bien sûr, dans les délais. D'accord? Donc, quelle est l'utilité de la planification de la production? Pourquoi on doit faire ça? Premièrement, parfois, comme je l'ai déjà dit, vous risquez d'avoir des ressources limitées. Par exemple, vous avez un système de production qui réalise, par exemple, je sais pas, des tables et des chaises. Euh, Là, vous avez déjà deux produits différents et vous aurez, par exemple, une capacité de 1000 produits par jour. D'accord? Et si on va recevoir une demande de 500 tables et une demande de 800 chaises, on ne va pas pouvoir la réaliser. Donc là, vous avez d'abord deux types de produits différents, d'accord? Et vos ressources sont limitées. Donc vous devez décider, premièrement, quel produit vous allez réaliser et deuxièmement, quelle est la quantité optimale. D'accord? Donc maintenant, quand on parle de la quantité optimale, l'entreprise ne va pas chercher à comprendre. Elle doit tout simplement choisir les produits et les quantités qui vont leur permettre de gagner le maximum d'argent, d'accord, de maximiser le profit.
C'est bon? D'accord? Bien sûr, sachant que vous avez des contraintes que vous devez respecter. Donc là, on a parlé uniquement de deux produits. Maintenant, imaginez que vous avez un système de production avec une grande variété de produits. D'accord? Donc là, la décision à prendre va devenir de plus en plus difficile. D'accord? Comme Ayo. Oui, monsieur. Très bien. Donc, il y a aussi deux choses très importantes. Vous pouvez effectuer, si on veut, une planification statique. Donc, la planification, généralement, elle sera à court terme, c'est-à-dire sur une période qui est inférieure à un an. D'accord? Donc, là, vous allez avoir une planification sur une seule période. D'accord? Une seule période de temps. Par exemple, je vais faire une planification sur une année. D'accord? Et là, cette planification va vous permettre de prendre les décisions uniquement sur cette année-là. D'accord? On peut aussi avoir une planification dynamique. D'accord? Donc, une planification dynamique, c'est quoi? C'est pratiquement la même chose que la première. C'est statique, mais sur plusieurs périodes. Donc, le fait qu'elle est dynamique veut tout simplement dire que au lieu de travailler uniquement sur une seule période, en fait, on va travailler sur plusieurs. D'accord? Donc, au lieu d'avoir uniquement une année, je vais avoir plusieurs années, d'accord, réparties en une année, si on veut. D'accord? Donc, je vais avoir par exemple 5 ans. Donc, je vais avoir au fait 5 périodes, d'accord, d'une année. Donc là, on est en train de parler de planification dynamique. Donc, en passant d'une année à l'autre, d'accord, ma planification, elle va changer, d'accord, par rapport bien sûr, aux contraintes que je vais avoir. Imaginez que j'ai un système de production avec une capacité bien déterminée de l'âme. L'année prochaine, je vais acheter du nouveau matériel, donc je peux éventuellement changer ma planification. D'accord? Donc là, on est en train de parler d'une planification dynamique qui change d'une période à l'autre. Donc, qui connaît une planification, on peut dire au départ que je vais me concentrer uniquement sur une période une courte période, à court terme. Et là, je vais faire une planification statique, elle est figée, elle ne change pas. Comme je peux voir les choses autrement et planifier d'une façon dynamique, d'accord? Donc, en fait, là, on va voir un exemple pour la planification dynamique vers la fin, mais pour le moment, on va se concentrer sur la planification statique. D'accord? Donc, c'est un premier exemple de planification à court terme. D'accord? Donc là, on va voir, comme je l'ai déjà dit avant, on va voir surtout des modèles mathématiques. Hein, d'accord? C'est des modèles d'optimisation. D'accord? Donc, généralement, normalement, vous avez fait un cours d'optimisation cette année. Vous savez que quand on parle de modèle d'optimisation, un modèle d'optimisation, il est composé d'une fonction objectif, il est composé de variables de décision et il est composé aussi de contraintes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. D'accord? Donc, généralement, la fonction objectif, c'est une fonction que vous devez soit maximiser, soit minimiser. Donc, là, on va dire d'une façon générale, c'est une contrainte plutôt. C'est une fonction à optimiser. D'accord? Ensuite, vous devez avoir des variables de décision. C'est quoi les variables de décision? C'est le résultat qui sera obtenu à partir de votre modèle. D'accord? Ensuite, vous allez avoir des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est des conditions qui doivent être vérifiées par vos variables de décision. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple. D'accord? Donc, vous avez un produit. D'accord? Et vous avez une ressource. Et vous allez décider, d'accord, quelle est la quantité, d'accord, à réaliser pour chaque produit. Donc, première chose qui est très importante là, vous avez une ressource, c'est-à-dire que vous avez une capacité de production limitée, d'accord? Si on veut, ou là, c'est une quantité de ressources maximale qui est disponible pour votre système de production. Imaginez que moi, j'utilise par exemple un composant dans ma production. وهذاك le composant a une quantité limitée. Donc là, on est en train de parler d'une capacité de production limitée, tout simplement. Capacité de production limitée, elle ne se résume pas à avoir des machines qui produisent ou là qui ont un temps de production maximal, mais vous pouvez aussi avoir des composants avec une capacité de stockage maximale, par exemple. Donc là, je vais avoir une disponibilité bien déterminée. D'accord? Et vous avez un produit à réaliser. C'est bon? Donc là, quand je prends les deux paramètres, en fait, je vais avoir les données suivantes. D'accord? Donc, LSCJ, qu'est-ce qu'elle représente? Donc là, premièrement, je vais avoir deux indices. J, il va représenter les produits et I va représenter les ressources. D'accord? Donc, CJ, c'est un profit du produit J. Si je vais réaliser un produit J, je vais gagner une certaine somme d'argent.
d'accord? Un profit bien déterminé. Ça y est, AIG, c'est quoi? C'est la quantité de la ressource I qui est utilisée pour réaliser le produit J. Par exemple, moi, je vais dire que pour réaliser une voiture, j'aurais besoin de 4 roues, par exemple, d'accord? Pour réaliser une voiture, j'aurais besoin de 4 portes. Pour réaliser une voiture, j'aurais besoin d'un seul moteur. Donc, c'est la quantité de la ressource I pour produire le produit J. D'accord? Ou là, par exemple, pour réaliser un produit sur une machine, j'aurais besoin d'une certaine durée. D'accord? Par exemple, un produit pour qu'il se réalise sur une machine, il a besoin de 20 minutes. Un autre produit, il a besoin de moins. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est la quantité de la ressource que vous allez utiliser pour réaliser un produit bien déterminé. Anthony? Oui, monsieur. Très bien. Donc, HDBI, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la quantité de la ressource disponible. Donc, c'est la quantité maximale que vous avez pour une ressource. Comme par exemple, pour réaliser un véhicule, j'aurais besoin de 4 roues. Par exemple, le magasin Andy, je possède par exemple 1000 roues. D'accord? Donc, 1000 roues, c'est la quantité maximale de roues disponibles dans mon système de production. Donc, si je ne peux pas dépasser 1000 roues dans ma production, c'est bon? Et HDXJ, qu'est-ce qu'elle représente au fait? Elle représente la quantité de produits à réaliser. Donc, ici, pour chaque produit, bien évidemment. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une fonction objectif à maximiser. D'accord? Qu'est-ce que vous allez maximiser? Au fait, vous allez maximiser pardon, le profit des produits réalisés, tout simplement. D'accord? Le profit. Si je vais réaliser un produit, d'accord, son profit sera de la variable C. D'accord? Si je ne vais pas le réaliser, le profit ne sera pas considéré. D'accord? Donc, XJ, c'est la variable de décision que vous allez obtenir après résolution de votre problème. D'accord? Donc, XJ, qu'est-ce qu'elle représente au fait? Elle représente la quantité de produit J à réaliser. Parfait. Donc, J, XJ, si elle est égale à 0, ça veut dire que je ne vais pas réaliser le produit J. Si elle est différente de 0, ça veut dire que je vais réaliser le produit J avec une certaine quantité qui est déterminée par la variable XJ. D'accord? Maintenant, CJ, c'est quoi? C'est le profit du produit. Donc, si je ne vais pas le réaliser, je vais avoir ici XJ fois CJ, ça va me donner 0. D'accord? Et là, si je vais réaliser une quantité bien déterminée, je vais multiplier par CJ. Pourquoi? Parce que HADA, c'est un profit unitaire, par unité de produit. Donc, si je vais réaliser des produits, je vais multiplier par 10. Si je vais réaliser 15 produits, je vais multiplier par 15. Je vais réaliser 20, je vais multiplier par 20. Donc là, je suis en train de parler d'un profit unitaire. Donc, je dois multiplier par le, la quantité réalisée pour obtenir, au fait, le profit total. Vous êtes d'accord? Monsieur, Oui. monsieur, سما هذه زاد اللي نلقاوها لازم تكون au max. Bien sûr, vous devez la maximiser. Ça y est, c'est comme la valeur maximale. Pourquoi on a fait la somme pour J allant de 1 jusqu'à n? Parce que je dois calculer le profit de les produits réalisés, de tous les produits. Au départ, je vous ai dit que vous possédez un produit. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Ouais, donc, J va varier de 1 jusqu'à n. Si je vais détailler la formule, qu'est-ce que vous allez avoir au fait? Vous allez avoir x1 fois c1. C'est quoi x1 fois c1? C'est la quantité du produit, c'est la quantité de produit réel. C'est la quantité réalisée pour le produit 1 multipliée par son profit. Plus x2 fois c2. C'est la quantité réalisée pour le produit 2 multipliée par son profit. x3 fois c3, ainsi de suite. Le nème produit. Donc, vous allez au fait balayer les produits. Si vous avez xj égale 0, c'est-à-dire que le produit n'est pas réalisé, son profit ne sera pas considéré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, qui va décider est-ce que le produit sera réalisé ou non? C'est le modèle. Après résolution, vous allez obtenir le X. Donc, on va faire un petit exemple, je te fais un mot plus en détail. D'accord? Maintenant, quelles sont les contraintes que vous devez respecter? Donc là, on a parlé de la variable de décision de la fonction objectif. Mais c'est très important de savoir quelles sont les contraintes. Donc, il ne faut pas oublier que xj, c'est une quantité. Donc, avec xj d'abord, normalement, mon cher est positif, il appartenant à m. Donc, il doit être un entier. Et là, on va parler que vous allez voir que si vous allez mettre xj appartenant à m, votre modèle devient plus difficile à réaliser parce qu'il va devenir un modèle linéaire au nombre entier. On va parler de ça après. D'accord? Donc, là, quand on va prendre la contrainte, au fait, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vous permet d'obtenir? D'accord? Là, le BI,
c'est quoi? C'est la quantité de la ressource disponible. Donc là, vous avez une quantité disponible qui est au maximal, en fait, que vous ne pouvez pas dépasser. D'accord? Donc là, on est en train de parler d'une ressource. Donc, vous allez fixer le I. Par exemple, je prends B1. B1, qui m'a un des 1000 roues. Je ne peux pas dépasser les 1000 roues. D'accord? Donc, les 1000 roues, ils vont être utilisés pour réaliser le produit J. D'accord? Donc, A et J, c'est quoi? C'est la quantité de ressources I utilisée pour le produit J. D'accord? Donc, imaginez que je vais utiliser au fait 4 roues pour réaliser un véhicule. Donc là, je vais avoir combien A et J? Je vais avoir 4. Vous êtes d'accord? Je vais avoir 4 le véhicule 1, je vais avoir 4 le véhicule 2, je vais avoir 4 le véhicule 3. C'est la raison pour laquelle on a amené une somme sur J. D'accord? Ça, combien je vais réaliser de véhicule 1, combien je vais réaliser de véhicule 2. Là, je vais obtenir cette information à travers la variable XJ. Imaginez, je réalise 20 produits, 20 véhicules 1, donc je vais avoir 4 fois 20. Alors 20 véhicules 2, 4 fois 20. 100 véhicules 3, 4 fois 100, ainsi de suite. Et je vais faire la somme. La valeur que je vais obtenir ici, ça va être quoi? Ça va être au fait le nombre de véhicules utilisés plutôt le nombre d'euros utilisés pour la fabrication de tous les véhicules, parce que là, l'idée somme sur J. Vous êtes d'accord ou là? Le total, il ne doit pas dépasser la capacité maximale de ma ressource B. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Même quand on va faire l'exemple, vous allez mieux saisir. D'accord? Mais le modèle, pourquoi je suis en train d'insister? Parce que là, le modèle, il est générique. C'est un modèle général, d'accord? Donc, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel exemple, d'accord? Donc là, par exemple, là, on va prendre un petit exemple. Vous avez deux produits, d'accord? P1 et P2. Vous savez, donc, J, le N égale à 2. Le N égale à 2. Pourquoi? Parce que là, vous avez deux produits, d'accord? Et combien vous avez de ressources? Vous avez trois ressources. Donc, première ressource, c'est une matière première et la quantité disponible, elle est de 40 kg. La deuxième ressource, c'est de la main-d'œuvre. La quantité disponible, elle est de 35 heures. Troisième ressource, c'est les machines. La quantité disponible, elle est de 80 unités. D'accord? Donc, vous avez 40 kg de matière première qui va être utilisée pour la fabrication des produits P1, P2. Vous avez 35 heures disponibles de main-d'œuvre qui vont travailler sur les produits P1, P2. Et vous avez 80, vous avez des machines qui peuvent réaliser 80 produits P1 et P2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, on va avoir au fait, c'est quoi? Les valeurs qu'on vient de dire. Si on va si on va faire une projection sur ce modèle, c'est les BI. D'accord? Donc, là, comme B1, c'est 40, B2, c'est 35, ou B3, c'est 80. Comme Ayon, c'est les BI. Donc, vous êtes d'accord? N, chauffe. Oui, N, il monsieur. est égal à 2. Vous avez deux produits et trois ressources. N, il est égal à 2. M, il est égal à 3. D'accord? Ce n'est pas très compliqué. Donc là, vous avez B1, il est égal à 40. B2, il est égal à 35. B3, il est égal à 80, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va définir quelle quantité est nécessaire, d'accord, pour chaque ressource pour réaliser chaque produit. Ça y est? Donc, pour réaliser le produit P1, j'aurai besoin de 40 kg de matière première, de 5 heures de main-d'œuvre et de 16 unités sur la machine, sur les machines. D'accord? C'est bon? Maintenant, pour le produit P2, il nécessite 10 kg de matière première, 7 heures de main-d'œuvre et 5 unités sur les machines. C'est bon? D'accord? Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis au fait en train de déterminer la valeur AIJ. D'accord? Les quantités de la ressource I pour produire le produit J. D'accord? Donc, pour AIJ, c'est quoi? AIJ, c'est quoi? C'est au fait les quantités de la ressource I pour produire le produit J. Donc, il est clair que je vais avoir une matrice ici. La matrice, c'est où ça va faire? Il y a 4, 5, 16, 17, 5. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, monsieur. Parfait. Maintenant, pour les profits, vous avez 4 dinars pour réalisation d'un produit P1 et 9 dinars pour la réalisation d'un produit P2. Votre fonction objective sera quoi? Maximiser Z qui est égal à 4x1 plus 9x2. D'accord? C'est bon. Donc, c'est la fonction objective. Si je vais réaliser
X1, je vais gagner 4 unités d'argent. Si je vais réaliser un X2, je vais gagner 9 unités d'argent. Donc, je vais faire tout simplement la multiplication d'un gain unitaire par X1 et d'un gain unitaire par X2 et faire la somme. C'est la fonction à maximiser. Vos contraintes sont quoi, au fait? D'accord? Je vais faire les contraintes sur les ressources. Je ne dois pas dépasser 40 kg de matière première, 35 heures de main-d'œuvre et 80 heures de machine. Madame, d'accord? Donc, 40 je ne dois pas la dépasser. D'accord? Si je vais réaliser un produit X1, je vais utiliser combien de matières premières? Je vais utiliser 4. Si je vais réaliser un produit P2, je vais utiliser combien de matières premières? 10. Est-ce que vous êtes 10 d'accord? kilos. Parfait. Donc là, vous êtes en train de... Vous allez plutôt multiplier 4 par la quantité réalisée, derrière X1, plus 10 multiplié par la quantité réalisée, derrière X2. Et cette fonction-là, cette équation, ne doit pas dépasser 40 kg, tout simplement. Ça y est? D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez fait, au fait? Vous avez fait la somme sur les produits et vous avez multiplié la quantité nécessaire, AIJ, fois XJ, tout simplement. Et cette valeur-là ne doit pas dépasser cette valeur liée le BI, le B1. D'accord? Ensuite, vous allez faire la même chose pour 35. Donc, 5 fois x1 plus 7 fois x2 doit être inférieur à la 35. On a dit 16 x1 plus 5 x2 doit être inférieur à la 80. x1 et x2, c'est des valeurs positives. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc là, pour résoudre le problème, il y a des méthodes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait l'optimisation, la résolution graphique d'un programme linéaire. C'est un programme linéaire. D'accord? Vous n'avez pas de multiplication de variables. Normalement, je fais l'optimisation, une méthode de résolution par simplex, d'accord? Par une résolution graphique. Normalement, je suis sûr. Très bien. Donc, par exemple, vous pouvez le résoudre, le problème, en utilisant la résolution graphique avec simplex. D'accord? Inch'Allah, en quatrième année, on va voir d'autres méthodes qui m'a, par exemple, simplex, mais analytique. D'accord? Ça y est, ou là, ce qu'on appelle les tableaux de simplex. D'accord? Sans l'utilisation graphique. Et en plus, on va utiliser aussi un logiciel qui s'appelle Lingo, qui vous permet de résoudre ce genre de problème. D'accord? Donc, là, vous remarquez qu'après résolution, vous allez obtenir cette solution. D'accord? Donc, votre modèle va donner x1 égale à 3,18. X2 est égal à 2,73. X1 ou X2, c'est des quantités. On ne peut pas accepter des valeurs réelles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, normalement, si vous allez arrondir les résultats, généralement, on ne va pas obtenir le bon résultat. D'accord? Donc, on a le canal de, par exemple, X1 égale à 3 ou X2 égale à 3. Ça ne va pas donner le bon résultat. Parce que quand vous allez vérifier les contraintes, avec X1 égale à 3, X2 égale à 3, par exemple, là, on va obtenir 4, 3. On a 10, 3. Vous allez obtenir 4 fois 3, 12. 10 fois 3, 30. D'accord? Donc, on va obtenir 42. On a le maximum 40. Maintenant, kiff. On va obtenir 36. D'accord? 5 fois 3, 15. Ou 7 fois 3, 21. On a le maximum 35. Donc, il ne faut pas arrondir les résultats. Hein. D'accord? Ce n'est pas correct. Ça y est. Par contre, parce que Hagda, je vous ai dit que quand vous allez faire si vous allez dire X1 ou X2 sont positifs, c'est positif. Donc, positif, mais derrière. Si on va dire que X1 ou X2 appartiennent à N, on va obtenir un modèle linéaire, mais en nombre entier. Donc, la résolution Tiao, elle est beaucoup plus complexe. On va faire une méthode MJ qui s'appelle branch and bound. D'accord? Donc, branch and bound, c'est une méthode qui n'est pas facile à faire, qui prend énormément de temps, mais la résolution va être beaucoup plus difficile. D'accord? Mais si on va utiliser le logiciel Lingo, il va vous donner la solution exacte. D'accord? Donc, la meilleure solution très facilement. Parce que Lingo, il fait le branch and bound d'une façon automatique. D'accord? Donc, vous allez obtenir la solution optimale de votre problème. Mais ce n'est pas l'objectif de l'autre. Ce n'est pas l'objectif du cours. Alors, mon objectif, c'était quoi? C'est de comprendre comment modéliser mathématiquement un problème qui va vous permettre de décider quel produit réaliser avec quelle quantité et probablement même sur quelle machine, avec quelles ressources, d'accord, tout en respectant les contraintes de capacité et de disponibilité de ressources. C'est clair? Merci. Comme tu en es, pas de questions pour le moment? Ah. D'accord. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une petite heuristique, d'accord?
qui va vous permettre de connaître quels sont les produits à réaliser. D'accord? Donc là, on va utiliser pratiquement le même modèle, d'accord, pour analyser la gamme de produits, une gamme de produits plutôt. Oui. Donc, c'est quasiment le même modèle. Cette fois-ci, on va pas supposer qu'on va réaliser des quantités de produits bien déterminées, parce que là, le modèle, c'est vrai, on peut ne pas réaliser les produits, on peut le faire, d'accord? Si on va obtenir un XJ qui est égal à 0, ça veut dire que le produit n'est pas réalisé. On peut tomber sur des cas pareils, pas de problème, d'accord? Oui. Maintenant, on va voir d'accord une méthode qui va nous permettre de savoir quels sont les produits à réaliser, d'accord? Et qui nous permettent de maximiser les profits, bien sûr, sachant que vous aurez des ressources limitées toujours. Donc là, on va dire que XJ, c'est une variable binaire, d'accord? C'est-à-dire que le modèle, et avec l'heuristique que nous allons faire juste après, on ne va pas connaître la quantité à réaliser, mais on va juste savoir quel produit est réalisé et quel produit ne pas réaliser. Oui? La différence est que je vais savoir quelle quantité est réalisée, d'accord? Mais là, non. Là, je vais savoir quel est le produit à faire, quel est le produit à ne pas faire. Donc, on a gardé exactement le même modèle, exactement le même, mais cette fois-ci, le XG m'arrache anti, ça change carrément tout, hein? D'accord? Oui? Oui, cher. Très bien. Donc, pour les méthodes, il y a comme une solution optimale, qui est une méthode qui s'appelle branch and band ou la évaluation et séparation. C'est une méthode qui elle prend beaucoup de temps, d'accord? C'est une méthode de numération, en fait, d'accord? Qui est un des logiciels qui vous permet de faire ça. On va voir des logiciels Amgen, d'accord? Là, aujourd'hui, on va se contenter d'une petite heuristique qui va nous donner, au fait, une solution qui n'est pas optimale, qui est satisfaisante, mais c'est pas grave, d'accord? Donc là, on va parler d'un problème avec une seule machine. On appelle ça le problème knapsack, d'accord? Donc, vous avez une seule machine. Comme B1, elle représente la capacité de la machine. ANG, c'est la capacité de la machine pour produire le produit J, d'accord? Et CJ, il représente le profit, d'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Au fait, avec cette heuristique, vous allez calculer ce qu'on appelle le taux de profit, d'accord? Donc, vous allez calculer le taux de profit. C'est quoi le taux de profit? C'est le profit du produit divisé par la capacité de la machine pour le réaliser. D'accord? Donc, si on veut, c'est un rapport.